Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont avec nous ici aux Échos pour cette session sur l'audio. Bonjour à ceux qui sont avec nous derrière vos ordinateurs, vos téléphones portables, et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc on est là pour conclure en se projetant cette session sur l'audio, les nouveaux usages de l'audio. Je suis Cécilia Gabizon, je suis journaliste et je suis vice-présidente de ETX Studio, et j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Mathieu Gallet, que vous connaissez bien sûr, qui est le founder et le CEO de Magellan, une plateforme de podcast. Il a également dirigé Radio France, et vous avez probablement déjà lu son livre Le pouvoir de la voix. Et là, nous allons évoquer en fait ensemble, finalement à l'issue de cet après-midi où on a beaucoup parlé d'audio, des nouveaux usages, des chiffres. On rappelle 33% des Français qui écoutent des podcasts, un public qui s'élargit, de l'audio qui intervient aussi dans la relation avec la machine. On questionne vocalement, on obtient des réponses audio. Donc l'audio, est-ce qu'on est maintenant, est-ce que l'audio est partout ou sera partout? Bonjour Cécilia, bonjour à tout le monde. Alors c'est dur de répondre à cette question, de se projeter en fait. C'était le but de se projeter en l'audio en 2030. Alors peut-être qu'en 2030, on sera, si j'ai bien fait le calcul, à la 13e édition de Média en scène. Et peut-être qu'à côté de l'expérience physique, de l'expérience audiovisuelle, on a peut-être une expérience sonore où on pourra écouter Média en scène et interagir avec nous via une plateforme, peut-être même avant la 13e édition. Je ne sais pas, effectivement, c'est très difficile de se projeter à une échéance aussi longue de 2030. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que disait le speaker précédent de Faurecia, parce qu'effectivement, la voiture est pour moi un des éléments clés de cet avenir de l'audio, parce qu'on sait qu'aujourd'hui pour la radio, pour une radio comme France Info par exemple, qui est le partenaire de Média en scène, et je salue toutes les équipes puisque tu l'as rappelé, ma vie d'avant, à Radio France, c'est 40% des écoutes qui se font dans la voiture en mobilité. Alors peut-être qu'avec la rupture de 2020, ce qui s'est passé en 2020, où je pense qu'on va voir effectivement des changements d'habitude qui effectivement, je crois que c'était l'étude qui est faite pour le Paris Podcast Festival, disait effectivement qu'il y a de plus en plus de gens qui maintenant écoutent à la maison les podcasts, et plus seulement en mobilité, et surtout n'écoutent plus seul, mais qu'il y a aussi une écoute partagée. C'est évident que la voiture est un élément clé pour renouveler cette expérience audio dans ce qui était une force de l'audio historiquement, de la radio, c'est la mobilité. C'est le fait qu'on peut faire autre chose en même temps, c'est le côté qu'on appelle multitasking. J'y vois aussi quelque chose de singulier, c'est que ce que vous écoutez quand vous écoutiez la radio, on ne sait pas ce que vous écoutez. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'anonymat, alors qu'aujourd'hui, à travers les plateformes, évidemment, c'est le monde de la data, et on le sait bien chez Magellan, puisque c'est voilà, une des convictions qu'on a eues avec Arthur Perticos, mon cofondateur depuis le début, c'est que la data crée énormément de valeur pour pouvoir produire, pour pouvoir aussi exposer les contenus. Alors donc 2030, c'est vrai que c'est une projection lointaine, surtout à la vitesse où évoluent désormais les usages. Mais quand on se projette là simplement sur, par exemple, on parlait quand on a préparé ce moment de l'Afrique, de l'Asie, où finalement l'audio, où quelque part la vidéo s'était moins développée probablement pour des questions d'infrastructure, de connexion, de taille de réseau, et où en fait l'audio est tout de suite devenu la troisième vague de l'Internet. Oui, sur l'Afrique, c'était intéressant de voir l'effet Clubhouse. Clubhouse a été très populaire au début de l'année 2021 en France. Je rappelle, donc c'est un réseau social audio qui a été créé en avril 2020. C'est vrai qu'il y a eu un vrai engouement, puis le soufflet est retombé, donc on a un peu oublié Clubhouse. Et je pense qu'aujourd'hui, pour ceux comme moi qui étions très fréquemment sur Clubhouse, on a perdu cette habitude. Mais si vous regardez les chatrooms sur
sur Clubhouse. Il y en a énormément qui sont des rooms faites en Afrique, et j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec un éditeur qui est très présent en Afrique, qui disait effectivement que Clubhouse est voilà, pour l'Afrique où l'audio, ça consomme peu de data, et vous savez qu'en Afrique, il n'y a pas de système comme en France d'abonnement illimité aux opérateurs télécoms. Vous êtes dans des cartes prépayées à la journée ou à la semaine. Par exemple, donc votre pack data compte beaucoup. C'est vrai que l'audio consomme peu de data, et grâce à l'audio, vous pouvez effectivement avoir accès à des personnalités, donc dans une approche inspirante ou une approche même de formation. Je crois beaucoup que le côté learning par la voix va se développer, et vous avez cette interaction que vous avez sur Clubhouse. C'est la même chose en Inde, qui est aujourd'hui un marché très important pour Clubhouse. Tu en parlais tout à l'heure de la Chine. Moi, dans le nouveau pouvoir de la voix, j'avais trouvé ces chiffres, alors qui sont des chiffres de 2018, donc depuis effectivement les choses ont dû bouger, mais en 2018, l'étude que j'avais trouvée, qui est une étude américaine, prévoyait que le commerce conversationnel, donc le commerce par la voix, donc on commande, on fait ses courses. Carrefour l'avait annoncé l'année dernière, un partenariat avec l'enseigne connectée de Google, pour pouvoir, quand vous avez un compte chez Carrefour, en fait, commander vos courses par la voix pour faire votre drive. Je ne sais pas quels sont les chiffres un an après en France, mais par exemple en Chine, grâce à l'écosystème de WeChat, on ne se rend pas compte ici, mais WeChat, c'est à la fois Amazon, plus WhatsApp, plus effectivement tout l'aspect monétisation et commerce qui passe par WeChat, puisque votre compte bancaire est lié. Donc aujourd'hui, le commerce conversationnel, c'est déjà une vraie réalité en Chine, et donc cette étude de 2018 prévoyait qu'en 2027, donc on n'est pas en 2030, on serait à 125 milliards de dollars annuels de commerce qui viendrait par la voix. Je ne sais pas, en 2027, rendez-vous pour la 10e édition de Média en scène, si on y sera. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est très balbutiant chez nous, mais dans certains pays où il y a un écosystème qui est basé sur des habitudes, et c'était intéressant de voir effectivement les habitudes des Chinois dans leur voiture avec le karaoké. Je pense qu'on en est très loin en France, mais l'écosystème de WeChat permet aussi d'accélérer quand vous avez des centaines de millions d'utilisateurs dans un pays qui convergent en fait sur une plateforme qui est vraiment multi-service, et qui permet effectivement, grâce à la voix, de développer ce type de commerce. Alors, on n'est pas toujours familier, on va dire, de WeChat en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce qu'on n'a finalement pas l'équivalent? Je l'ai dit, WeChat, c'est à la fois, donc c'est une appli, vous pouvez la télécharger. Alors après, c'est une appli chinoise. Vous pouvez la télécharger. C'est à la fois une messagerie, à la fois audio, vidéo, mais c'est aussi un service comme Amazon. Effectivement, vous pouvez faire du e-commerce, et c'est un service où vous pouvez payer alors en France, je suis pas sûr que cette fonctionnalité existe, mais en Chine, vous pouvez tout payer grâce à votre compte WeChat. Alors, c'est une façon intéressante, encore une fois, comme pour le véhicule, de se projeter pour nous dans des économies très intégrées, où finalement le contenu, le personnel, la messagerie et la voix sont reliés, et sont aussi reliés aux achats. C'est-à-dire que toute votre vie, quelque part, peut être liée, reliée dans un espace comme ça. Alors, ça pose aussi la question du rapport à la data, à ce qu'on laisse comme data sur une seule plateforme qui possède absolument, quelque part, tous les éléments de votre vie. Sachant que l'audio, est-ce que c'est un point que j'aimerais bien qu'on évoque, c'est finalement une data extrêmement sensible. Alors, c'est une data qui est très fine. Nous, on le voit sur Magellan, parce qu'on est capable effectivement de tracer assez facilement, enfin facilement, ça a nécessité presque 2 ans de développement, mais toutes les interactions et tous les usages des personnes qui passent sur la plateforme. À la fois celles qui passent, donc ils vont jusqu'à l'abonnement, et une fois qu'ils sont abonnés, la durée d'écoute, le temps, les moments d'écoute. On voit par exemple qu'à partir de 22 heures, c'est un tiers de nos écoutes qui est consacré à des programmes de méditation.
c'est peut-être pas un hasard parce qu'effectivement il y a toute une offre liée à la méditation, notamment pour s'endormir. Donc effectivement on va pouvoir personnaliser l'expérience grâce à la data, et de ce que j'ai entendu, que ce soit de Mathieu Stéphanie au début de cet après-midi consacré à l'audio jusqu'aux représentants de Forestia juste avant, Monsieur Ferré, c'était effectivement la personnalisation, parce que l'audio c'est effectivement, je pense, une approche qui permet de personnaliser. C'est un rapport aussi à la demande. Voilà, c'est dans cette personnalisation, c'est à la fois les choix des programmes qui sont mis en avant, mais c'est aussi les moments où vous allez pouvoir écouter tel ou tel programme. Et c'est vrai qu'on ne va pas pousser un programme de méditation pour s'endormir à 14 heures, enfin, sauf si on a vu que vous avez l'habitude de faire la sieste à 14 heures. C'est peut-être le cas en Espagne d'ailleurs, faudra regarder. Mais voilà, donc c'est vrai que la data est très précieuse comme toute économie du contenu, puisque la data c'est une aide pour la production. Nous, on a fait le choix chez Magellan d'être sur des formats plutôt courts, voilà, des formats de 10-15 minutes, parce qu'on a vu effectivement qu'au bout de 20 minutes, les gens quand même décrochaient. Donc il y a le contre-exemple de Génération Do It Yourself. Vous pouvez rester pendant 3 heures à écouter un programme, mais vraiment la data est un élément clé pour guider la production et notamment le choix des formats. Et moi, je pense que dans les années à venir, dans les choses qui vont changer, c'est cette question des formats audio, notamment ceux de la radio, puisqu'on parle de 2030. Moi, je pense que 2030, on aura d'ici là éteint les ondes FM. Aujourd'hui, c'était le lancement du DAB+, en France, avec enfin, j'ai envie de dire. Mais je pense que ce qu'on attend maintenant pour le marché de la radio, c'est à quel moment on va éteindre l'analogique, donc la FM, pour être dans un monde de la radio 100% digital, avec ce qu'il apporte comme plus-value en termes de services, en termes de données associées, mais aussi comment effectivement la data d'usage va aider la radio, et la radio, mais c'est le cas déjà dans le podcast, à réinventer ces formats, parce que je crois que le format de l'émission de radio qui fait grosso modo autour d'1 heure, c'est un format qui est en train d'être dépassé. Ah, alors ça fait plusieurs éléments, beaucoup d'éléments même. Donc, dans la projection, il y a à la fois le fait qu'il y a tel qu'on le voit en Afrique, en Asie, on utilise déjà très abondamment l'audio et l'audio de conversation, l'audio interactif, qui est quelque chose qui ne s'est pas tellement développé en France, mais qui est un format très naturel du web, qui est un format très naturel du digital, qui est l'interaction, et qui est aussi le format des assistants vocaux, c'est-à-dire que quelque part, à un moment donné, on pose une question, on nous répond. Donc en fait, c'est une nouvelle façon, même en termes de contenu, une nouvelle façon de faire de l'audio, d'interagir. Le deuxième point, c'est la data, c'est-à-dire que quelque part, ce que tu dis, c'est qu'il n'y aura plus d'audio sans data, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus la radio où on ne sait pas à qui on parle, mais il n'y aura que de l'audio digital où finalement on pourra tracer qui a écouté, ce que les gens ont écouté, comment ils l'ont écouté, et ça ouvre une nouvelle économie des contenus. Et sur la data, un point qui est important aussi sur l'audio et sur l'interaction vocale, c'est qu'on dit souvent le podcast, c'est l'audio de l'intime, etc. Donc en fait, les gens écoutent des sujets intimes. Ils les écoutent de façon intime, donc on les connaît aussi dans leur intimité, on voit leur centre d'intérêt, on pourrait dire ça sur les moteurs de recherche, mais on voit leur centre d'intérêt, on voit leur intimité, mais aussi quand on questionne et quand on appelle à la voix, en fait la voix, comme vous le savez, c'est un incroyable marqueur de santé, c'est-à-dire c'est un incroyable identifiant. Non seulement on peut vous reconnaître, mais on peut avoir beaucoup d'informations sur votre santé à la voix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la réflexion sur l'interaction à la voix, il y a aussi une réflexion sur la data éthique, comme on dit, qui est finalement comment est-ce que je vais interagir à la voix sans livrer de moi mon état de santé. Je n'ai pas forcément envie que les plateformes, les assistants vocaux connaissent tout de mon état de santé. Oui, mais je crains que les grands gagnants, puisque c'est la question qui est posée, soient quand même les plateformes. Aujourd'hui, on l'a vu, on est dans un monde, si je reviens au podcast, qui est très atomisé, avec beaucoup d'acteurs. Moi, je pense qu'on va rentrer dans une phase de concentration, puisqu'on voit que c'est un marché qui progresse en usage, qui n'a pas encore trouvé sa phase de maturité d'un point de vue de la monétisation, et qu'on va aller vers une plateformisation de ce marché. Alors combien il y aura de plateformes,
Là, c'est bien la question, et la plateformisation amènera à repenser la question de la production et de la question des formats. Ce qui ne veut pas dire que la data va décider de tout, mais je crois que, on n'en a pas parlé cet après-midi, mais je crois que l'intelligence artificielle va énormément aider aussi à diversifier la production pour simplifier un certain nombre de tâches qui aujourd'hui sont faites de façon humaine, mais qui pourront être faites de façon beaucoup plus automatisée, pour se concentrer vraiment sur le fond, sur la qualité du message. Et j'ai écouté ce matin ce que disait le président de la République sur France 2030. Il y a un des volets justement sur la création et sur le fait qu'on doit défendre un imaginaire. Il a parlé d'un imaginaire français. Je pense que c'est une question qui est très importante. Alors je regrette juste que quand il parle d'imaginaire français, il fasse référence à des studios de production audiovisuelle, parce que l'imaginaire, c'est quand même la voix. L'imaginaire, c'est l'écrit, ce qui permet effectivement de se figurer dans sa tête à partir de ce qu'on lit, à partir de ce qu'on écrit, de ce qu'on écoute, pardon, plutôt que de le voir, puisque l'image, elle, ferme plutôt l'imaginaire. Mais je suis bien d'accord sur cette question de l'imaginaire français qu'il faudra, et donc de la création pensée par des Français, pensée en français, dans un monde qui va être de plus en plus ouvert, mondialisé, où les plateformes les plus puissantes seront les seules à même de résister et d'exister en fait dans un moment où en fait notre attention est quand même captée par tout le monde. Tout le monde se bat aujourd'hui pour capter notre attention. La force de l'audio, c'est justement de se glisser dans ces petits moments où finalement on n'est pas devant Netflix ou devant Fortnite ou en train de lire un livre ou les échos. Espérons qu'il y aura encore des gens qui vont continuer à lire d'ici 2030. Mais ça veut dire dans la vision que l'audio, selon toi, va rester finalement un marché, pour le dire comme ça, de niche versus la vidéo? De multiniche. Moi, je crois que c'est un marché effectivement de multiniche. Le plus complexe, mais aujourd'hui c'est complexe pour tous les producteurs de contenu, c'est d'être généraliste. C'est plus complexe aujourd'hui d'être un TF1, d'être un France Inter, que d'être effectivement une plateforme qui a son public cible avec, regardez ce qui se passe avec les newsletters. J'ai écouté ce matin une table ronde sur les newsletters très intéressante. Regardez le phénomène Substack aussi aux États-Unis, où là, par affinité, on va avoir des contenus qui correspondent, ce qui ne veut pas dire qu'on manque de curiosité, mais qui vont venir correspondre à des moments, à des moods aussi, à l'état d'esprit dans lequel on est, à des centres d'intérêt. Et je crois effectivement que justement le digital permet ce rapport multi-niches qui peuvent être des niches très importantes, mais que le plus complexe, ça va être de rester des médias généralistes. Ça, c'est l'enjeu, et en 2030, le paysage aura certainement beaucoup changé. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions déjà ? Alors, pardon, sur la requête, puisqu'on parlait de la première position qui, me semble-t-il, va être importante, du coup, dans les recherches, l'importance d'arriver en premier, donc c'est un peu le SEO nouvelle génération. Est-ce qu'on a déjà une idée des critères qui vont nous permettre de remonter de la même manière qu'on sait qu'aujourd'hui, depuis longtemps maintenant que le SEO, ça va être, voilà, on les connaît. Est-ce qu'on sait comment se positionner au mieux pour arriver en numéro 1 dans la recherche vocale ? Par la voix. J'ai pas la réponse. Le vrai sujet, c'est déjà est-ce que tout le monde sera traité sur un pied d'égalité? Parce que le vrai sujet, c'est qui est le gatekeeper. Je pense que voilà, on l'a vu aujourd'hui sur les assistants vocaux, ils sont tous américains. Il n'y en a pas un seul européen. Et donc, et ces acteurs-là, en plus, sont souvent présents eux-mêmes sur un certain nombre de marchés, puisque Amazon aujourd'hui ne fait pas que distribuer des livres. Voilà, donc le vrai sujet, c'est est-ce que tout le monde sera traité sur un pied d'égalité, et qui veille? Quelles sont les autorités de la concurrence qui justement pourront analyser précisément les datas de ces gatekeepers pour veiller à ce qu'il y ait un traitement égalitaire entre les différents opérateurs. Moi, je crois que le sujet, il est vraiment là. Alors, la question, c'est... Oui. J'avais une question sur le DAB+, qui a été lancé au niveau national hier.
aujourd'hui d'ailleurs. Est-ce que c'est trop tard pour cette technologie? Est-ce qu'il va y avoir bientôt la 5G partout? Comment elle peut se faire une place? C'est trop tard, probablement pour une certaine génération. Notamment, je pense, toute la génération qui est née avec un téléphone portable dans les mains. Donc maintenant, ça commence à être une génération qui a 20 ans. Donc je pense qu'effectivement, ça va être très compliqué pour capter cette génération. Je pense que l'accélérateur, clairement, ce serait d'avoir une position affirmée de la part du CSA, demain à l'Arcom, de dire, voilà, en 2022, on arrête pour 2025, par exemple, la diffusion de la FM, comme on l'a fait pour la télévision analogique par rapport au numérique, où en 2007, on a pris cette décision de basculer. Tant qu'on aura le confort, et je me mets à la place des groupes de radio, effectivement, quand vous êtes notamment, votre bassin d'écoute et donc votre monétisation publicitaire est basée sur voilà, une technologie qui a fait ses preuves depuis maintenant des décennies, de basculer. Mais je pense que s'il n'y a pas une prise en main par le CSA en disant voilà, il y a un switch-over qui est programmé à un moment, là où il sera vraiment trop tard. C'est-à-dire que plus on va laisser la double diffusion se faire, plus un certain nombre d'acteurs, de toute façon, auront du mal à rentrer sur ce marché parce que ça coûte cher. Et plus surtout, on perdra du temps pour convertir les utilisateurs et notamment pour avoir, alors maintenant c'est le cas dans les nouvelles voitures ou dans les nouveaux téléphones portables, mais après il va falloir adopter en fait cet usage. Et derrière, plutôt que de dépenser beaucoup d'argent en double frais de diffusion. Je rappelle pour Radio France par exemple, la diffusion c'est le deuxième poste de dépense après les personnels, de pouvoir investir en marketing pour promouvoir les contenus et quelles que soient ensuite les formes de diffusion, que ce soit le DAB+, que ce soit effectivement sur la diffusion 4G, 5G. Le vrai sujet, c'est à la fin, c'est les contenus, comment on les trouve, comment ils sont personnalisés, comment ils correspondent au plus grand nombre en s'adressant à chacun. C'est ça toujours l'enjeu, c'est à la fois parler en grand nombre, en même temps parler à chacun. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'en profite pour faire un petit point au cas où pour ceux qui sur le search vocal. Vous savez que le SEO a finalement façonné le web puisqu'était finalement comment on remonte dans Google. La discussion était sur comment on remonte dans une question à la voix pour être en position, on appelle ça la position 0. C'est important à retenir ça, la position 0, parce que le monde de l'audio va être le monde de la position 0. Et ce que disait Mathieu, c'est qui est celui qui a les critères pour décider qui est en position 0. Est-ce que ça c'est bien loyal et transparent, la façon dont on détermine quelle est la réponse? Quel est l'audio, donc, qui est en position 0? Important. Il y avait une question aussi sur la data. Un internaute dit que les autres plateformes fournissent très peu de data aux producteurs de contenu. Est-ce que pour vous, c'est un point essentiel? Oui, bien sûr. C'est pour ça que nous, on a fait le choix chez Magellan, qui est difficile, d'être à la fois notre propre plateforme et d'être producteur. Parce qu'on voyait bien que Apple donnait très peu de data. Je pense que pour le coup, Spotify a une autre approche et donc c'est intéressant pour les producteurs. Mais évidemment, le fait de maîtriser sa data, ça vous permet de faire des choix. Je parlais en termes de production et ensuite en termes d'exposition, parce que je crois que vraiment l'expérience pour l'utilisateur, c'est ça qui est l'élément clé et la personnalisation en fait partie. Bonjour, oui, vous m'entendez. J'avais une question sur les formats du futur. Il y a de plus en plus de jeunes qui qui regardent des vidéos en x1,5, x2, x+. Est-ce que vous pensez que pour les podcasts, c'est quelque chose qui va se populariser? C'est quelque chose qui arrivera en 2030, on écoutera tous en 1,5? Alors c'est le cas sur à peu près toutes les plateformes. En tout cas, c'est le cas sur Magellan. Vous pouvez écouter en version 1.5 ou 2. Alors c'est là où je me rends compte que vraiment je suis pas de cette génération-là, je suis vraiment un vieux, parce que pour le coup j'ai fait l'expérience et c'est très, très compliqué. Alors nous on a fait un autre choix, c'est qu'on s'est dit finalement plutôt que d'avoir un programme unitaire qui va durer 1h30, on écrit ce programme donc en amont dans le temps de développement pour qu'il soit scripté et découpé
et donc pensé et découpé en plusieurs épisodes, donc j'ai dit de 10-15 minutes, pour que voilà, c'est le temps d'un trajet en métro, c'est l'aller dans votre footing ou l'aller-retour si vous êtes ou l'aller tout simple, vous faites 2 épisodes et l'aller-retour vous en faites 4, mais vraiment pour donner cette capacité en fait, aux gens de pouvoir se dire non, j'ai pas 3 heures là à consacrer, mais voilà, le sujet m'intéresse et ça va pas me prendre du temps. Et je peux faire autre chose en même temps. Donc nous, on a fait plutôt cette approche par format et par format court. C'est-à-dire le fait que ça soit chapitré, parce qu'effectivement la question du temps, elle est centrale partout, sur tous les contenus, le temps disponible qu'on a, le temps qu'on veut y passer, et donc le chapitrage en fait est un point, alors peut-être en accéléré, mais le chapitrage aussi permet de choisir les moments qu'on écoute. Et je crois que ça va être vraiment la dernière question. Sauf si quelqu'un d'autre en a une, c'est bon ? Je me permets, j'avais juste une dernière question parce qu'on avait créé Média en scène effectivement il y a 4 ans, on avait ouvert à l'époque sur les enceintes connectées, Google Home, Alexa, en expliquant que ça allait être le plus grand bouleversement qui nous attendait dans les prochaines années. C'est pas exactement ce qu'on a, me semble-t-il, perçu en France. Voilà. Ma question c'est, est-ce que vous pensez que du coup on y vient ou est-ce que la France n'est pas un marché fait, ou en tout cas pour ces enceintes connectées, contrairement aux États-Unis par exemple, qui l'ont largement adopté ? Alors c'est vrai qu'aux États-Unis c'est très très largement adopté. Je crois que c'est 2/3 des foyers américains. Donc je pense que vraiment on en est très très loin en France. Il y a une question de méfiance, je pense, parce que est-ce que c'est une sensibilité des citoyens français justement à la question de la privacy, à la question de qui détient mes datas, qui sait quoi sur moi, qui m'écoute, le côté grandes oreilles, donc prouve que voilà, culturellement, on n'a pas tous été éduqués de la même façon. Après, je crois que c'est une question aussi de génération et d'âge. Et vous le voyez chez les enfants qui interagissent avec les enceintes connectées, ces enfants-là, ils vont grandir et donc eux-mêmes vont continuer à avoir cet usage, vont le transmettre à leurs enfants. Donc je pense que ça va forcément progresser, mais c'est vrai que culturellement, on ne va pas aussi vite que les Américains, de même que, on l'a dit juste avant, je crois que c'était Mathieu qui le disait, oui, le podcast n'a pas connu le même succès, en tout cas la même fulgurance en France et ailleurs en Europe qu'aux États-Unis, mais parce qu'on part pas non plus de la même offre audio selon les pays, donc il y a quand même un enjeu culturel. Et donc, dernier mot, je pense que vraiment cette question de la souveraineté à la fois sur nos réseaux et sur nos gatekeepers, donc sur vraiment les plateformes, c'est un sujet absolument clé et ce serait bien triste qu'en 2030, il n'y ait aucun acteur français qui soit positionné, qui soit un leader dans ce domaine de l'audio en France et en Europe. Merci beaucoup. Merci de finir avec un aspect politique. Je dirais ça rejoint le thème de ces journées de médias en scène qui était habiter un monde commun. Et merci à vous tous. Merci d'avoir été là, à ceux qui nous suivent à distance. Et à très bientôt. Thank you.